bonsoir, et soyez les bienvenus dans ce voyage nocturne à travers les brumes du temps. Ce soir, nous remontons les siècles ensemble, bien au-delà des horizons familiers, vers un monde baigné par la lumière dorée de la Méditerranée, un monde où les dieux marchaient parmi les hommes, et où les premières cités naissaient sous le regard bienveillant des étoiles éternelles. Installez-vous confortablement, laissez votre respiration devenir profonde et régulière, et permettez à votre esprit de flotter doucement vers ces rivages anciens où tout commença. Si cette exploration contemplative de la Grèce antique vous apporte la sérénité, n'hésitez pas à laisser un petit signe d'encouragement et peut-être dans les commentaires, partagez quelle cité ancestrale ou quelle période de l'histoire vous invite au rêve. Mais pour l'instant, laissez simplement le présent s'estomper. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Nous allons traverser ensemble les voiles de l'histoire, glisser à travers les millénaires, jusqu'à ce point lumineux où tout prit forme, où les mythes devinrent fondations et où les collines arides se transformèrent en berceaux de civilisation. Imaginez l'obscurité tiède d'une nuit méditerranéenne. Au loin, le murmure régulier des vagues contre des rivages encore sauvages. Le vent chaud porte des parfums de thym et de résine, de sel marin et de terre chauffée par un soleil qui vient de se coucher derrière des montagnes violettes. Nous sommes quelque part entre le mythe et l'histoire, dans cet espace fragile où la mémoire humaine commence à peine à prendre forme. Ici, au sud de la péninsule balkanique, entre des îles innombrables et des caps rocheux, une civilisation va naître qui marquera pour toujours le cours de l'humanité. Mais cette naissance fut lente, douce, tissée de légendes et de pierres, de chants transmis autour du feu et de gestes répétés au fil des saisons. Ce soir, nous allons simplement écouter ces échos lointains, laisser les siècles défiler comme un fleuve tranquille, et nous immerger dans les origines premières de la Grèce antique, aux sources des dieux et des premières cités. Respirez profondément. Laissez votre corps s'enfoncer un peu plus dans le confort qui vous entoure. Il n'y a rien d'urgent, rien à retenir avec effort. Simplement des murmures d'autrefois, des images douces, des fragments de beauté oubliés qui reviennent flotter à la surface du temps. Nous commençons notre voyage dans le silence, dans la pénombre des âges les plus reculés, là où même les mots n'existaient pas encore, pour nommer ce qui allait advenir. Bonne nuit, voyageur du temps. Laisse l'histoire t'emporter. Avant que les cités ne se dressent fièrement sur les collines de l'Attique ou du Péloponnèse, avant même que les premiers temples ne soient érigés en l'honneur des dieux olympiens, il y avait la terre elle-même, massive, silencieuse, patiente. Une terre morcelée, fragmentée par les caprices géologiques de millions d'années. Des chaînes de montagnes abruptes découpèrent la péninsule en vallées isolées. Des golfes profonds pénétraient les côtes comme des doigts de mer cherchant à toucher le cœur des terres. Et partout, des îles, des centaines d'îles, éparpillées sur les eaux bleues profondes de la mer Égée, telles des pierres précieuses jetées par quelque divinité généreuse. Cette géographie accidentée allait façonner le destin des peuples qui s'installeraient ici. Contrairement aux grandes plaines fertiles de l'Égypte ou de la Mésopotamie, où des empires centralisés pouvaient naître et prospérer, la Grèce antique demeurerait toujours fragmentée, divisée, multiple. Chaque vallée, chaque île, chaque coin de terre protégé par les montagnes développerait sa propre identité, ses propres traditions, ses propres dieux tutélaires. Les montagnes de Grèce ne sont pas des géants inaccessibles. Elles sont hautes, certes, mais leurs flancs sont praticables, recouverts de forêts de chênes et de pins dans l'Antiquité, ponctués de clairières où paissaient les chèvres et les moutons. Entre ces hauteurs, des vallées étroites abritèrent des champs d'orge et de blé, des oliveraies argentées sous le soleil, des vignobles qui produisaient un vin sombre et capiteux. Les rivières étaient rares et souvent à sec en été, mais au printemps, elles gonflèrent de pluies hivernales et dévalèrent les pentes en torrents tumultueux. Cette terre exigeait de ses habitants un travail acharné, une ingéniosité constante. Rien n'était donné facilement. Mais en retour, elle offrait une beauté à couper le souffle,
un ciel d'une clarté extraordinaire, une lumière qui semblait sculpter chaque forme, chaque relief, avec une précision divine. La mer, elle, était à la fois barrière et invitation. Dangereuse, imprévisible, elle pouvait engloutir les navires les plus robustes lors des tempêtes d'hiver. Mais elle était aussi la grande route, le lien invisible qui unissait les communautés côtières, les îles lointaines, les rivages de l'Asie mineure et au-delà. Très tôt, les habitants de ces terres apprirent à construire des bateaux, à lire les étoiles, à naviguer d'île en île. La mer devint une deuxième patrie, un espace de commerce, d'échange, de colonisation. Elle apportait des nouvelles d'autres mondes, des épices et des métaux précieux, des histoires de peuples étrangers. Et avec ces histoires, des idées, des croyances, des techniques qui s'entremêlaient aux traditions locales pour créer quelque chose d'unique, de profondément original. Imaginez maintenant cette terre il y a plus de 3000 ans. Les premières lueurs de l'aube percent doucement l'horizon oriental. Un berger, enveloppé dans une cape de laine rude, guide son troupeau de chèvres vers un pâturage en altitude. Il connaît chaque rocher, chaque source cachée, chaque grotte où s'abriter en cas d'orage. Pour lui, la montagne est vivante, peuplée d'esprits invisibles. Cette source qui ne tarit jamais est la demeure d'une nymphe. Ce chêne immense au sommet de la colline abrite peut-être la présence d'un dieu ancien. Chaque élément du paysage possède une âme, une histoire, une présence sacrée. Le monde n'est pas séparé entre le naturel et le surnaturel. Tout est imbriqué, tout vibre d'une même essence mystérieuse. C'est dans ce contexte, dans cette intimité profonde entre l'homme et son environnement, que naissent les premiers récits mythologiques. Avant l'écriture, avant les grands poèmes épiques, il y avait des chants murmurés autour du feu, des légendes transmises de génération en génération, des explications poétiques pour les mystères du monde. Pourquoi le soleil se lève-t-il chaque matin? Pourquoi la mer est-elle parfois calme, parfois furieuse? Pourquoi les saisons se succèdent-elles avec une régularité immuable? Les réponses ne se trouvaient pas dans des traités scientifiques, mais dans des récits merveilleux où les forces de la nature prenaient forme humaine, où les passions divines expliquaient les phénomènes terrestres. Au commencement, disaient les anciens Grecs, il y avait le chaos, non pas un désordre frénétique, mais un vide immense, une béance originelle d'où tout allait émerger. De ce chaos naquirent les premières entités primordiales, Gaïa, la terre-mère, immense et fertile, Ouranos, le ciel étoilé qui la recouvrait comme une voûte protectrice, Tartare, les profondeurs abyssales sous la terre, et Eros, le principe du désir, de l'attraction, de la création. Ces êtres n'étaient pas encore des dieux au sens où nous l'entendrons plus tard. Ils étaient des forces brutes, des éléments fondateurs, des abstractions cosmiques incarnées. Gaïa et Ouranos s'unirent, et de leur union naquirent les Titans, 12 divinités puissantes qui incarnèrent les forces primordiales de l'univers. Océan, Thétis, Hyperion, Théia, Coéos, Phébé, Chronos, Rhea, Mnémosyne, Thémis, Japet, Créos. Leurs noms résonnent encore aujourd'hui comme des échos d'un temps où le monde était jeune et terrible. Mais Ouranos, craignant la puissance de ses enfants, les emprisonna dans les entrailles de Gaïa, refusant de les laisser voir la lumière. La terre-mère, souffrant de cette oppression, appela ses fils à la révolte. Seul Chronos, le plus jeune et le plus audacieux, accepta de défier son père. Armé d'une faucille forgée par Gaïa elle-même, il attendit le moment où Ouranos s'étendrait sur la terre pour la couvrir de nouveau. Et dans un geste décisif, terrible et libérateur, Chronos trancha les parties génitales de son père et les jeta dans la mer. De cette blessure primordiale, du sang qui coula, naquirent d'autres créatures, les Érinnies, déesses de la vengeance, les géants, êtres de force brute, et des gouttes de semences tombées dans l'écume marine surgit Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Chronos prit alors le pouvoir, instaurant ce que les poètes appelleront plus tard l'âge d'or des titans. Mais lui aussi,
rongé par la peur, refusa de libérer tous ses frères et sœurs, et pire encore, il dévora ses propres enfants dès leur naissance, car une prophétie annonçait qu'il serait renversé par l'un d'eux. Son épouse, Rhéa, désespérée de voir ses nouveau-nés engloutis, cacha son 6e enfant, Zeus, sur l'île de Crète, dans une grotte secrète du mont Ida. À sa place, elle donna à Cronos une pierre emmaillotée que le titan avala sans méfiance. Zeus grandit en secret, nourri par la chèvre Amalthée et protégé par les curettes, des guerriers qui faisaient résonner leurs armes pour couvrir les pleurs de l'enfant divin. Devenu adulte, Zeus revint affronter son père. Aidé par Métis, la titanide de la ruse, il fit boire à Cronos un breuvage qui le força à régurgiter tous les enfants qu'il avait avalés. Héra, Poséidon, Hadès, Déméter, Hestia. Ensemble, ces jeunes dieux, les Olympiens, déclarèrent la guerre aux titans. Ce conflit titanesque, la titanomachie, dura 10 longues années. Les montagnes tremblaient sous les coups. Les éclairs de Zeus déchirèrent le ciel. Les mers se soulevaient sous la fureur de Poséidon. Finalement, Zeus libéra les Cyclopes et les Hécatonchires, créatures monstrueuses emprisonnées par Ouranos puis par Cronos, et leur aide fut décisive. Les titans furent vaincus et enchaînés dans le Tartare, les profondeurs les plus sombres du cosmos. Zeus et ses frères se partagèrent alors le monde. Zeus reçut le ciel et devint le roi des dieux. Poséidon obtint les mers et les océans. Hadès reçut le monde souterrain, le royaume des morts. Les déesses et les autres dieux trouvèrent leurs domaines respectifs. Héra, reine du ciel et protectrice du mariage. Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons. Athéna, née du crâne de Zeus, déesse de la sagesse et de la guerre stratégique. Apollon, dieu de la lumière, de la musique et de la prophétie. Artémis, déesse de la chasse et de la nature sauvage. Arès, dieu de la guerre brutale. Héphaïstos, dieu du feu et des forgerons. Aphrodite, déesse de l'amour. Hermès, messager rapide et dieu des voyageurs. Chacun trouva sa place dans ce nouveau panthéon qui allait structurer l'imaginaire des peuples de Grèce pour les siècles à venir. Mais ces dieux n'étaient pas des entités lointaines, inaccessibles, figées dans une perfection abstraite. Ils étaient profondément humains dans leurs passions, leurs jalousies, leurs amours, leur colère. Zeus, le roi des dieux, était aussi un séducteur impénitent, multipliant les liaisons avec des mortels et des déesses, provoquant la fureur jalouse d'Héra. Poséidon, irascible, pouvait déchaîner les tempêtes pour punir ceux qui l'offensaient. Athéna, sage et réfléchie, pouvait néanmoins se montrer impitoyable envers ceux qui défiaient son autorité. Ces dieux vivaient, aimaient, souffraient, complotaient. Ils intervenaient dans les affaires humaines, choisissant leurs favoris, punissant les impies, récompensant les vertueux. Le monde des mortels et le monde des immortels n'étaient pas séparés par un gouffre infranchissable. Ils s'entrelaçaient constamment, se touchaient, se répondaient. Et les hommes, dans cette cosmogonie, où trouvaient-ils leur place? Selon Hésiode, le poète qui fixa par écrit ces récits ancestraux, l'humanité connut plusieurs âges successifs. L'âge d'or, sous le règne de Cronos, fut un temps de bonheur parfait où les hommes vivaient comme des dieux, sans travail ni souffrance, nourris par une terre généreuse. Mais cet âge prit fin. Vint ensuite l'âge d'argent, moins heureux, où les hommes devinrent moins sages et finirent par offenser les dieux. Zeus les fit disparaître. L'âge de bronze suivit, peuplé d'hommes violents et guerriers, qui s'entretuèrent jusqu'à l'extinction. Puis vint l'âge des héros, celui des grandes épopées, des guerres de Troie et de Thèbes, où des demi-dieux accomplirent des exploits fabuleux. Enfin, l'âge de fer, l'âge présent pour les Grecs d'Hésiode, un temps de labeur et de peine, mais aussi de courage et de persévérance. Ces mythes n'étaient pas simplement des histoires pour divertir l'éveillé. Ils constituaient une architecture mentale, une manière de comprendre le monde, d'expliquer l'ordre des choses, de donner un sens aux souffrances
et aux joies de l'existence. Ils établissaient des valeurs, des interdits, des modèles de comportement. Ils reliaient chaque individu, chaque famille, chaque cité à une origine transcendante, à une lignée divine ou héroïque. Ils faisaient du monde un tissu cohérent de sens, où chaque élément avait sa raison d'être, sa place dans un ordre cosmique voulu par les dieux. Pendant que ces récits mythologiques prenaient forme dans l'imaginaire collectif, des peuples réels, bien tangibles, parcouraient les terres de Grèce, y établissaient des villages, défrichaient les forêts, cultivaient les champs. Les premières traces d'occupation humaine dans la région remontent au Paléolithique, mais c'est au Néolithique, vers 6500 ans avant notre ère, que l'agriculture et l'élevage s'installent durablement. Des communautés villageoises apparaissent en Thessalie, en Béotie, dans le Péloponnèse. Elles cultivent le blé et l'orge, élèvent des moutons, des chèvres, des porcs. Elles fabriquent des poteries simples, mais fonctionnelles. Elles enterrent leurs morts avec des offrandes modestes, témoignant déjà d'une croyance en une forme de vie après la mort. Mais c'est au troisième millénaire avant notre ère que la région entre véritablement dans l'histoire avec l'émergence de la civilisation minoenne en Crète. Cette île, la plus grande de la mer Égée, bénéficiait d'une position géographique exceptionnelle au carrefour des routes maritimes reliant la Grèce, l'Égypte, le Proche-Orient, l'Anatolie. Les Minoens développèrent une culture raffinée, sophistiquée, profondément originale. Leurs palais, comme celui de Knossos, de Phaistos, de Malia, n'étaient pas des forteresses austères, mais des complexes labyrinthiques ouverts sur l'extérieur, ornés de fresques éclatantes représentant des dauphins bondissants, des fleurs stylisées, des jeunes gens agiles sautant par-dessus des taureaux lors de jeux rituels. Les Minoens semblent avoir été un peuple pacifique. Du moins, leurs palais n'étaient pas fortifiés comme ceux des civilisations contemporaines du Proche-Orient. Leur économie reposait sur le commerce maritime, l'agriculture intensive, l'artisanat de luxe. Ils exportaient leur huile d'olive, leur vin, leur céramique finement décorée. Ils importaient de l'étain, du cuivre, de l'ivoire, des pierres précieuses. Leur écriture, le linéaire A, demeure encore en grande partie indéchiffrée, gardant jalousement les secrets de leur langue et de leurs croyances profondes. Mais les images qu'ils ont laissées parlent d'elles-mêmes. Une société vivante, aimant la nature, célébrant la féminité divine, car beaucoup d'indices suggèrent que la religion minoenne accordait une place centrale à une déesse mère, une figure féminine toute puissante liée à la fertilité, à la terre, à la régénération. Vers 1600 ans avant notre ère, une catastrophe majeure frappa le monde minoen. L'éruption volcanique de Santorin, une île au nord de la Crète, fut l'une des plus violentes de l'histoire humaine. Elle provoqua des tsunamis dévastateurs, recouvrit de cendres une grande partie de la Crète, détruisit des récoltes, des villages, peut-être des palais. Affaiblis, les Minoens furent progressivement dominés par un autre peuple montant, les Mycéniens, venus de Grèce continentale. Les Mycéniens étaient différents. Guerriers, organisés en royaumes centralisés autour de citadelles fortifiées, ils représentaient une autre facette de la civilisation égéenne. Leurs palais, comme Mycène, Tirynthe, Pylos, étaient protégés par d'épaisses murailles cyclopéennes, construites avec des blocs de pierre si massifs que les Grecs des époques ultérieures crurent qu'elles avaient été édifiées par des géants, les Cyclopes. À l'intérieur, des salles du trône, des magasins remplis de jarres à huile et à vin, des ateliers d'artisans, des archives en tablettes d'argile écrites en linéaire B, une écriture dérivée du linéaire A minoen, mais adaptée à la langue grecque. Grâce à ces tablettes, déchiffrées au XXe siècle de notre ère, nous savons que les Mycéniens parlaient une forme archaïque du grec. Ils sont donc les premiers Grecs au sens linguistique du terme. La société mycénienne était hiérarchisée, dominée par un roi, le Wanax, qui exerçait un pouvoir à la fois politique, militaire et religieux. Autour de lui, une aristocratie guerrière, des prêtres, des scribes, des artisans spécialisés.
En bas de l'échelle, des paysans, des esclaves. L'économie était contrôlée par les palais, qui redistribuaient les ressources, organisaient le travail collectif, stockaient les surplus. Les Mycéniens commerçaient avec l'ensemble du monde méditerranéen oriental, exportant leurs armes de bronze, leurs textiles, leurs huiles parfumées. Ils installèrent des comptoirs en Asie mineure, en Sicile, en Italie du Sud. Leur influence s'étendit jusqu'à l'Égypte, où des textes égyptiens mentionnent des échanges avec les peuples de la mer. Les Mycéniens vénérèrent déjà plusieurs des dieux qui deviendront les grandes divinités de la Grèce classique. Les tablettes en linéaire B mentionnent Zeus, Héra, Poséidon, Athéna, Artémis, Dionysos. Leurs noms sont là, gravés dans l'argile, témoignant d'une continuité religieuse qui traversera les siècles obscurs à venir. Ces dieux recevèrent des offrandes dans des sanctuaires, parfois situés dans les palais eux-mêmes, parfois dans des lieux naturels sacrés, grottes, sommets de montagnes, sources. Le culte était sans doute moins codifié qu'il ne le deviendra plus tard, mais déjà, il structurait la vie collective, marquait le rythme des saisons, légitimait le pouvoir des rois. Vers 1200 ans avant notre ère, au sommet de leur puissance, les Mycéniens lancèrent une expédition maritime d'envergure contre la cité de Troie, en Asie mineure. Du moins, c'est ce que raconteront, des siècles plus tard, les poèmes d'Homère. La guerre de Troie, telle qu'elle nous est parvenue dans l'Iliade et l'Odyssée, mêle histoire et légende de manière inextricable. Il est probable qu'un conflit réel ait eu lieu, motivé par des rivalités commerciales, des tensions territoriales. Mais ce conflit a été magnifié, transfiguré par la tradition orale, jusqu'à devenir le récit fondateur de toute la culture grecque. Achille, Hector, Ulysse, Agamemnon, Priam, Hélène. Ces noms résonnent encore aujourd'hui comme des archétypes de courage, d'honneur, de ruse, de tragédie. Pourtant, peu après cette guerre légendaire, le monde mycénien s'effondra brutalement. Entre 1200 et 1100 ans avant notre ère, les palais furent détruits, abandonnés. Les systèmes d'écriture disparurent, les routes commerciales se rompirent. La population semble avoir considérablement diminué. Les causes de cet effondrement restent débattues. Invasion de peuples venus du nord, les Doriens. Catastrophes naturelles, révoltes internes. Probablement une conjonction de facteurs, une série de crises en cascade qui firent s'écrouler l'édifice complexe de la civilisation palatiale. Ce fut le début de ce que les historiens appellent les siècles obscurs de la Grèce, une période de 3 à 4 siècles pendant laquelle les traces archéologiques se raréfient. Les témoignages écrits disparaissent et le silence semble recouvrir les terres égéennes. Mais ce silence n'était pas total. Dans les villages dispersés, dans les communautés rurales qui survivaient tant bien que mal, la mémoire se transmettait. Les Aèdes, ces chanteurs ambulants, ces poètes oraux, continuaient à réciter les exploits des ancêtres, les guerres d'autrefois, les voyages des héros. Ils adaptaient les récits, les enrichissaient, les transformaient au fil des générations. La tradition homérique, qui aboutira à la rédaction de l'Iliade et de l'Odyssée vers le 8e siècle avant notre ère, plonge ses racines dans ces siècles obscurs. Elle est le fil ténu mais indestructible qui relie la Grèce classique à son passé mycénien, transformant l'histoire en épopée, les rois en héros, les batailles en chants immortels. Durant ces siècles, les techniques anciennes ne furent pas entièrement perdues. La métallurgie du fer se répandit progressivement, remplaçant le bronze. Les poteries devinrent plus simples, plus fonctionnelles, mais témoignent d'une continuité culturelle. Les sanctuaires, souvent situés sur les ruines des anciens palais ou dans des lieux naturels, continuèrent à recevoir des offrandes modestes. Les dieux n'avaient pas abandonné les hommes. Ils attendaient simplement, patients, que l'histoire reprenne son cours. Et lentement, imperceptiblement, un monde nouveau commençait à émerger. Les villages se regroupaient, formaient des communautés plus vastes. Les liens de parenté, les alliances matrimoniales, les nécessités de défense commune
poussait les hommes à s'organiser différemment. Les chefs locaux, descendants réels ou prétendus des anciens rois mycéniens, consolidaient leur autorité. Autour d'eux, des conseils d'anciens, des assemblées d'hommes libres prenaient des décisions collectives. Les premières formes de vie politique communautaire apparaissaient, posant les jalons de ce qui deviendrait, quelques siècles plus tard, la cité grecque, la polis. Vers le 8e siècle avant notre ère, la Grèce sortit enfin de l'obscurité. La population augmenta. Les contacts avec l'Orient, notamment la Phénicie, se multiplièrent. Les Grecs adoptèrent et adaptèrent l'alphabet phénicien, créant ainsi leur propre système d'écriture, plus simple et plus flexible que le linéaire B. Cette révolution culturelle permit la diffusion des savoirs, la fixation des poèmes épiques, la naissance d'une littérature qui allait devenir l'une des plus riches de l'humanité. L'écriture transformait la mémoire collective, donnait aux mythes une forme stable, permettait aux lois de s'inscrire sur la pierre plutôt que de dépendre du souvenir incertain des anciens. C'est aussi à cette époque que les premières véritables cités commencèrent à se structurer. Non plus de simples villages, mais des communautés urbaines dotées d'institutions politiques, de sanctuaires communs, d'espaces publics où les citoyens se réunissaient pour débattre, commercer, célébrer les dieux. L'agora, cette place centrale où battait le cœur de la cité, devint le symbole de cette nouvelle forme d'organisation sociale. Autour d'elle, des temples se dressaient, d'abord modestes, construits en bois et en briques crues, puis de plus en plus imposants, en pierre, ornés de sculptures. Les dieux prenaient possession de l'espace urbain, chaque cité choisissant sa divinité protectrice, son culte particulier. Athènes, par exemple, plaça sous la protection d'Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre réfléchie, née tout armée du crâne de Zeus. La déesse avait, selon le mythe, disputé à Poséidon le patronage de la cité. Chacun avait offert un présent. Poséidon fit jaillir une source d'eau salée en frappant le rocher de l'acropole de son trident. Athéna fit pousser le premier olivier. Les Athéniens choisirent l'olivier, symbole de paix et de prospérité, et la déesse devint leur protectrice. Ce mythe fondateur expliquait et légitimait l'identité même de la cité, son caractère pacifique et commerçant, son amour de la sagesse. Sparte, à l'inverse, développa une culture radicalement différente. Établie dans la vallée de l'Eurota, au cœur du Péloponnèse, elle soumit les populations voisines, les réduisant au statut de ilotes, serfs attachés à la terre. Pour maintenir leur domination sur une population asservie bien plus nombreuse qu'eux, les Spartiates développèrent une société militarisée à l'extrême. Dès l'âge de 7 ans, les garçons étaient retirés à leur famille pour être élevés collectivement, entraînés à la guerre, endurcis par des épreuves physiques et morales. La cité entière était organisée comme un camp militaire permanent. Les arts, la philosophie, le commerce étaient méprisés. Seul comptait le courage au combat, la discipline, le dévouement total à la communauté. Les dieux vénérés à Sparte reflétèrent ces valeurs. Arès, dieu de la guerre, Artémis, déesse farouche et indépendante. D'autres cités développèrent leur propre caractère. Corinthe, située sur l'isthme étroit qui relie le Péloponnèse à la Grèce centrale, devint une puissance commerciale, contrôlant les routes entre les mers Égée et Ionienne. Thèbes, en Béotie, rivale d'Athènes, cultiva une tradition militaire et aristocratique. Delphes, nichée sur les pentes du mont Parnasse, devint le centre religieux le plus prestigieux de toute la Grèce grâce à son oracle d'Apollon. Les rois, les cités, les simples particuliers venaient consulter la Pythie, prêtresse, qui, en état de transe, prononçait les paroles énigmatiques du dieu. Ces oracles influençaient les décisions politiques majeures, les fondations de colonies, les déclarations de guerre. Car la Grèce, à partir du 8e siècle, connut un mouvement d'expansion extraordinaire. La pression démographique, la recherche de terres cultivables, l'esprit d'aventure poussèrent des groupes de Grecs à s'embarquer vers des horizons lointains pour fonder de nouvelles cités. Ce mouvement de colonisation
qui dura près de 2 siècles, essaima des communautés grecques tout autour de la Méditerranée et de la mer Noire. En Asie mineure, sur les côtes de l'actuelle Turquie, des cités comme Milet, Éphèse, Smyrne prospérèrent, devenant des foyers de richesse et de culture. En Sicile et en Italie du Sud, Syracuse, Tarente, Crotone, Sybaris furent fondées, créant ce qu'on appellera plus tard la Grande Grèce. Sur les côtes de la mer Noire, Byzance, future Constantinople, Sinope, Olbia s'établirent. En Afrique du Nord, Cyrène. En Gaule méridionale, Massalia, future Marseille. Partout, ces colonies restaient profondément grecques, reproduisant les institutions, les cultes, la langue de leurs cités-mères. Mais elles s'adaptaient aussi aux contextes locaux, commerçant avec les peuples indigènes, absorbant des influences étrangères, créant des synthèses culturelles originales. Cette expansion géographique s'accompagna d'une floraison intellectuelle sans précédent. Les premiers philosophes, qu'on appellera les présocratiques, commencèrent à poser des questions radicalement nouvelles sur la nature du monde, cherchant des explications rationnelles plutôt que mythologiques. Thalès de Milet, au VIe siècle, affirma que l'eau était le principe originel de toute chose. Anaximandre, son disciple, proposa l'idée d'un principe indéfini, l'apeiron, dont dérivaient tous les éléments. Pythagore, installé à Crotone, enseigna que le nombre était la clé de l'harmonie universelle, mêlant mathématiques, musique et mystique. Ces penseurs n'abandonnaient pas les dieux, mais ils cherchaient derrière les mythes des principes plus généraux, des lois immuables régissant le cosmos. L'aube du VIe siècle avant notre ère se leva sur un monde grec en pleine transformation. Les cités, autrefois isolées dans leurs vallées montagneuses ou sur leurs îles rocheuses, formaient désormais un réseau vivant d'échanges, de rivalités, d'influences mutuelles. Chacune conservait jalousement son indépendance, ses propres lois, ses propres traditions, mais toutes partageaient une langue commune, des dieux communs, des récits fondateurs communs. Un Grec d'Athènes pouvait voyager jusqu'à Marseille ou jusqu'aux rives de la mer Noire et retrouver partout des temples familiers, des fêtes religieuses semblables, une manière de penser et de vivre qui faisait de lui, malgré les distances, un membre d'une même civilisation étendue. Les sanctuaires panhelléniques jouaient un rôle essentiel dans cette unité culturelle. Delphes, bien sûr, avec son oracle d'Apollon, mais aussi Olympie, en Élide, où tous les 4 ans se déroulaient les Jeux athlétiques en l'honneur de Zeus. Pendant la durée des Jeux, une trêve sacrée était proclamée dans toute la Grèce. Les guerres cessaient, les routes devenaient sûres, et des athlètes venus de toutes les cités convergeaient vers le sanctuaire pour concourir dans des épreuves de course, de lutte, de pentathlon, de chars. Gagner à Olympie conférait une gloire immortelle, non seulement à l'athlète, mais à sa cité entière. Les vainqueurs étaient célébrés dans des odes composées par les plus grands poètes, comme Pindare, dont les vers magnifiaient la beauté du corps humain poussé à l'excellence, la grâce divine manifestée dans l'effort athlétique. Ces Jeux n'étaient pas simplement des compétitions sportives. Ils étaient une célébration religieuse, un rituel collectif où les Grecs affirmaient leur identité commune face aux barbares, ces peuples étrangers qui ne parlaient pas leur langue, ne vénérèrent pas leurs dieux, ne partagèrent pas leurs valeurs. D'autres sanctuaires accueillaient des jeux similaires, les jeux pythiques à Delphes en l'honneur d'Apollon, où les concours musicaux et poétiques tenaient une place d'honneur, les jeux isthmiques près de Corinthe dédiés à Poséidon, les jeux néméens en Argolide pour Zeus également. Ces rassemblements périodiques permettaient aux Grecs de toutes origines de se rencontrer, d'échanger des nouvelles, de nouer des alliances, de résoudre des conflits. Ils constituaient un espace neutre, sacré, où la violence humaine était temporairement suspendue au profit de la compétition pacifique et de la dévotion commune aux dieux. Dans ce monde en expansion et en mutation, les structures politiques évoluaient rapidement. Les anciennes monarchies héréditaires, vestiges de l'âge mycénien, disparaissaient progressivement. À leur place émergèrent des régimes aristocratiques, où le pouvoir était partagé entre les grandes familles nobles qui possédaient les meilleures terres, les troupeaux les plus nombreux, les traditions les plus prestigieuses. Ces aristocrates,
qui se prétendaient souvent descendants de héros mythologiques ou de dieux, monopolisaient les magistratures, siégeaient dans les conseils, rendaient la justice. Ils cultivaient des valeurs chevaleresques, le courage à la guerre, la générosité envers les hôtes, l'excellence physique et morale qu'ils nommaient arrêtée. Leurs fils recevaient une éducation soignée, apprenant à manier les armes, à monter à cheval, à réciter les vers d'Homère, à honorer les dieux par des sacrifices somptueux. Mais cette domination aristocratique commença à être contestée. L'enrichissement de certains commerçants, artisans, armateurs créait une nouvelle classe sociale qui possédait la richesse sans avoir le prestige de naissance. Ces hommes nouveaux exigeaient une part du pouvoir politique proportionnelle à leur contribution économique et militaire à la cité. Car les armées grecques n'étaient non plus composées uniquement de nobles chevaliers combattant sur des chars, comme à l'époque mycénienne. Elles reposaient désormais sur l'infanterie lourde, les hoplites, ces citoyens soldats qui s'équipaient à leurs frais d'une armure de bronze, d'un casque, d'un bouclier rond, d'une lance et d'une épée, et combattaient en formation serrée, la phalange. Dans cette formation, chaque homme dépendait de son voisin pour sa protection. Le bouclier couvrait non seulement celui qui le portait, mais aussi le flanc gauche de son compagnon de rang. La bravoure individuelle importait moins que la cohésion collective, la discipline, la solidarité. Cette manière de combattre favorisait une mentalité égalitaire, un sentiment de citoyenneté partagée. Les hoplites, ces paysans moyens et ces artisans prospères, estimèrent mériter une voix dans les décisions de la cité, puisqu'ils en assuraient la défense au péril de leur vie. Les tensions sociales qui en résultaient menèrent, dans de nombreuses cités, à l'émergence de législateurs qui tentèrent de codifier les lois, de les rendre publiques et écrites, afin de limiter l'arbitraire des aristocrates. Dracon, à Athènes, au 7e siècle, rédigea un code de loi réputé d'une sévérité extrême, d'où l'adjectif draconien. Mais il eut le mérite de fixer par écrit les règles jusque-là transmises oralement et donc sujettes à interprétation intéressée. Quelques décennies plus tard, Solon, poète et homme d'État athénien, fut investi de pouvoirs extraordinaires pour réformer la cité, secouée par des conflits entre riches et pauvres. Il abolit l'esclavage pour dette, interdit que des citoyens athéniens soient réduits en servitude, redistribua certaines terres, réorganisa le corps civique en 4 classes censitaires basées non sur la naissance, mais sur la richesse. Il créa de nouvelles institutions, un conseil de 400 membres, un tribunal populaire où tous les citoyens pouvaient siéger. Ces réformes ne satisfirent pleinement personne, ni les riches qui se voyaient limités dans leurs privilèges, ni les pauvres qui espérèrent davantage. Mais elles posèrent les bases d'une évolution vers plus de justice et de participation politique. Pourtant, les tensions persistaient. Dans plusieurs cités, elles débouchèrent sur l'installation de tyrans. Le mot tyran, en grec tyrannos, ne portait pas initialement la connotation négative qu'il revêt aujourd'hui. Il désignait simplement un homme qui s'emparait du pouvoir par la force ou la ruse, sans légitimité héréditaire ou constitutionnelle, mais souvent avec le soutien des classes populaires contre l'aristocratie. Ces tyrans furent parfois de grands bâtisseurs, de généreux mécènes, des réformateurs audacieux. Pisistrate, à Athènes, au milieu du VIe siècle, incarna ce type de tyrannie éclairée. Il favorisa les petits paysans en leur accordant des prêts, embellit la cité avec de nouveaux temples et fontaines, organisa de grandes fêtes religieuses comme les Panathénées en l'honneur d'Athéna, encouragea les arts et la poésie. Sous son règne, Athènes connut une prospérité remarquable. Mais ses fils, Hippias et Hipparque, se montrèrent moins habiles. Hipparque fut assassiné par Harmodios et Aristogiton, 2 jeunes aristocrates dont le geste fut plus tard magnifié comme un acte de libération, bien que les motivations fussent en réalité plus personnelles que politiques. Hippias, devenu méfiant et cruel, fut finalement renversé avec l'aide de Sparte. Athènes put alors entreprendre une réforme politique radicale qui allait changer le cours de son histoire et, par ricochet, celui de toute la civilisation occidentale. Clisthène, issu d'une grande famille aristocratique, proposa en 508 avant notre ère
une réorganisation complète du corps civique athénien. Il brisa les anciennes structures tribales basées sur les liens de sang et de clientèle qui favorisaient les grandes familles aristocratiques, et créa 10 nouvelles tribus artificielles, chacune composée de dèmes, unités territoriales de base réparties dans les 3 régions d'Attique, la ville, la côte, l'intérieur. Chaque tribu comprenait des dèmes de chacune des 3 régions, mélangeant ainsi les populations et empêchant qu'une faction régionale ou familiale puisse dominer. Cette réforme ingénieuse détruisait les anciennes solidarités claniques et créait une nouvelle identité politique fondée sur la citoyenneté et non sur la naissance. Clisthène institua également l'ostracisme, procédure par laquelle l'Assemblée pouvait, une fois par an, voter l'exil de 10 ans d'un citoyen jugé trop puissant et potentiellement dangereux pour la démocratie. Chaque votant inscrivait sur un tesson de poterie, un ostrakon, le nom de celui qu'il souhaitait bannir. Si 6000 voix se portaient sur un même nom, l'homme devait partir, sans déshonneur, mais sans recours. Ainsi naquit la démocratie athénienne. Non pas une démocratie au sens moderne, certes. Les femmes, les esclaves, les étrangers résidents, les métèques n'avaient aucun droit politique. Seuls les citoyens adultes mâles, fils de pères et de mères athéniens, participaient aux assemblées, votaient les lois, élisaient les magistrats. Mais pour ces hommes-là, environ 40 000 au 5e siècle, la démocratie était directe, participative, exigeante. L'assemblée, l'ecclésia, se réunissait plusieurs fois par mois sur la colline de la Pnyx, face à l'acropole. Tout citoyen pouvait y prendre la parole, proposer une loi, critiquer les magistrats. Les décisions importantes, guerre, paix, traités, étaient votées à main levée après débat. Le Conseil des 500, renouvelé chaque année par tirage au sort parmi les citoyens volontaires, préparait les projets de loi et veillait à l'exécution des décisions. Les magistrats, également tirés au sort ou élus pour un an seulement, rendaient des comptes stricts à la fin de leur mandat. Cette rotation permanente des charges, cette méfiance envers toute concentration durable du pouvoir, cette valorisation de la parole publique, de la délibération collective, constituait une expérience politique radicalement nouvelle dans l'histoire humaine. Pourtant, Athènes n'était qu'une cité parmi des centaines d'autres. Sparte, comme nous l'avons vu, suivait un chemin diamétralement opposé. Après les réformes attribuées au législateur mythique Lycurgue, Sparte devint une oligarchie militaire rigide, gouvernée par 2 rois héréditaires au pouvoir limité, un conseil de 28 anciens, les gérontes, et 5 magistrats annuels, les éphores, qui contrôlaient même les rois. L'assemblée des citoyens spartiates, les égaux, se contentait d'approuver ou de rejeter par acclamation les propositions des autorités. Aucun débat, aucune discussion. Le système spartiate visait un seul but, maintenir la domination d'une minorité de citoyens soldats sur une majorité de ilotes asservis. Pour cela, Sparte renonça à toute expansion territoriale au-delà du Péloponnèse, interdit le commerce extérieur, proscrivit la monnaie d'or et d'argent, imposa un mode de vie austère et uniforme. Ses citoyens vivaient en caserne, mangeaient ensemble une nourriture frugale, consacraient leur existence à l'entraînement militaire. Cette discipline implacable fit de Sparte la puissance militaire terrestre la plus redoutable de Grèce. Aucune armée ne pouvait affronter en terrain découvert la phalange spartiate sans subir une défaite écrasante. Entre ces 2 extrêmes, Athènes démocratique et Sparte oligarchique, d'autres cités cherchaient leur propre équilibre. Corinthe développa un régime modéré, favorisant le commerce et l'artisanat. Thèbes maintint une aristocratie traditionnelle. Argos, ancienne rivale de Sparte dans le Péloponnèse, expérimenta des formes de gouvernement populaire. Cette diversité politique était une caractéristique fondamentale du monde grec. Contrairement aux empires orientaux, où un roi unique imposait sa loi sur des territoires immenses, la Grèce restait un kaléidoscope de cités indépendantes, chacune laboratoire d'expériences politiques, sociales, culturelles. Mais cette indépendance farouche avait aussi ses inconvénients.
Les guerres entre cités étaient fréquentes, souvent pour des questions de frontières, de contrôle de terres agricoles, de prestige. Ces conflits restaient généralement limités. Les batailles hoplitiques étaient brèves, sanglantes, décisives. Une fois la victoire acquise sur le champ de bataille, le vainqueur érigeait un trophée, récupérait ses morts pour les ensevelir avec honneur, et les deux camps négociaient la paix. Raser une cité ennemie, massacrer sa population, détruire ses sanctuaires, était considéré comme impie, contraire aux lois non écrites qui régissaient les relations entre Grecs. Les guerres étaient codifiées, ritualisées, inscrites dans un cadre religieux et éthique qui limitait leur violence. Ce fragile équilibre fut bouleversé au début du 5e siècle par une menace extérieure d'une ampleur inédite. L'Empire perse, qui depuis Cyrus le Grand avait conquis un territoire s'étendant de l'Inde à la Méditerranée, tourna son attention vers l'ouest. Les cités grecques d'Asie mineure, prospères et cultivées, étaient déjà sous domination perse depuis le milieu du VIe siècle. En 499 avant notre ère, ces cités se révoltèrent contre le joug perse, dans ce qu'on appela la révolte ionienne. Elles demandèrent l'aide de la Grèce continentale. Athènes et Érétrie envoyèrent quelques navires. La révolte fut finalement écrasée par les Perses, et Milet, la plus grande des cités ioniennes, fut détruite. Mais le grand roi Darius n'oublia pas le soutien athénien aux rebelles. Il décida de punir Athènes et, accessoirement, de soumettre toute la Grèce à son empire. En 490 avant notre ère, une flotte perse traversa la mer Égée, débarqua sur la plage de Marathon, à une quarantaine de kilomètres au nord-est d'Athènes. L'armée athénienne, environ 10 000 hoplites commandés par le stratège Miltiade, marcha à la rencontre de l'envahisseur. Les Perses étaient très bien plus nombreux, peut-être 20 ou 25 000 hommes, cavaliers et archers légers. Mais Miltiade prit l'initiative. Il lança ses hoplites en formation serrée contre le centre perse, et dans une charge furieuse, les Grecs enfoncèrent les lignes ennemies, semèrent la panique, poursuivirent les fuyards jusqu'à leurs navires. Ce fut une victoire éclatante, inespérée. Les Perses perdirent plusieurs milliers d'hommes, les Athéniens à peine 200. Un coureur, Philippides, aurait couru de Marathon à Athènes pour annoncer la nouvelle, avant de s'effondrer mort d'épuisement, donnant naissance à la légende du marathon moderne. Marathon devint immédiatement un mythe fondateur pour Athènes et pour toute la Grèce. Une poignée d'hommes libres avait vaincu l'immense empire des esclaves. La liberté grecque avait triomphé du despotisme oriental. Cette victoire renforça la confiance des Athéniens dans leurs institutions démocratiques, dans leur capacité à défendre leur indépendance. Elle montra aussi que l'unité, même temporaire et partielle, des cités grecques pouvait accomplir des prodiges face à un ennemi commun. Darius mourut avant de pouvoir venger l'affront, mais son fils, Xerxès, reprit le projet paternel avec une ambition décuplée. Pendant des années, il prépara une expédition colossale, rassemblant des contingents de tout l'Empire, depuis l'Égypte jusqu'à l'Inde. Les historiens grecs, notamment Hérodote, avancèrent des chiffres extravagants, plusieurs millions d'hommes. La réalité fut sans doute plus modeste, mais l'armée perse qui déferla sur la Grèce en 480 avant notre ère restait la plus grande force jamais vue dans la région. Xerxès fit construire un double pont de bateaux sur l'Hellespont, le détroit des Dardanelles, pour faire passer ses troupes d'Asie en Europe. Il fit creuser un canal à travers la péninsule du mont Athos pour éviter à sa flotte de contourner ce cap dangereux où une tempête avait détruit une expédition perse antérieure. Ces travaux titanesques frappèrent l'imagination des Grecs et témoignaient de la détermination du grand roi. Face à cette menace, les cités grecques tentèrent de s'unir. Un congrès panhellénique se réunit à Corinthe. Une trentaine de cités acceptèrent de former une alliance défensive, reconnaissant Sparte comme chef militaire en raison de son prestige guerrier. Mais de nombreuses autres cités, terrorisées ou calculant que la résistance était vaine, choisirent de se soumettre au grand roi. Thèbes, Argos, les cités de Thessalie passèrent du côté perse ou restèrent neutres. La Grèce était profondément divisée.
les Alliés décidèrent de défendre le défilé des Thermopyles, passage étroit entre montagnes et mers où une petite force pouvait tenir tête à une armée nombreuse. Le roi spartiate Léonidas prit position avec 300 Spartiates et quelques milliers d'alliés. Pendant 3 jours, ils résistèrent héroïquement aux assauts répétés des Perses. Xerxès envoya vague après vague de soldats, y compris ces fameux immortels, l'élite de l'armée perse. Tous se brisèrent contre la phalange grecque. Mais un traître local révéla aux Perses l'existence d'un sentier de montagne permettant de contourner les Thermopyles. Léonidas, apprenant qu'il allait être encerclé, renvoya la plupart de ses alliés et resta avec ses 300 Spartiates et quelques centaines de Thespiens et Thébains. Ils se battirent jusqu'au dernier, vendant chèrement leur vie. Leur sacrifice permit à la flotte grecque de se replier et donna aux autres cités le temps de se préparer. La flotte perse continua vers le sud, mais elle fut sévèrement éprouvée par une tempête, puis par une série de combats navals acharnés dans le détroit de l'Artémision. Les navires grecs, principalement athéniens, étaient des trières, galères de guerre manœuvrables et rapides, armées d'un éperon de bronze à la proue pour éventrer les bateaux ennemis. Les Perses disposaient de navires plus nombreux mais moins maniables dans les eaux étroites. Le stratège athénien Thémistocle comprit que l'avenir de la Grèce se jouerait sur mer. Il avait convaincu ses concitoyens, quelques années plus tôt, d'utiliser les revenus des mines d'argent du Laurion pour construire une flotte puissante, 200 trières. Cette décision visionnaire allait sauver Athènes et la Grèce, car Xerxès, après avoir franchi les Thermopyles, envahit l'Attique. Athènes fut évacuée. Les habitants se réfugièrent sur l'île de Salamine et dans le Péloponnèse. Les Perses prirent la ville déserte et incendièrent l'acropole, détruisant les anciens temples. Ce fut un traumatisme profond pour les Athéniens. Mais Thémistocle avait un plan. Il attira la flotte perse dans le détroit étroit entre Salamine et le continent. Là, dans ces eaux resserrées, les navires grecs moins nombreux mais plus agiles fondirent sur les Perses désorganisés. Ce fut un carnage. La flotte perse perdit des centaines de navires, ses meilleurs équipages. Xerxès, assistant à la bataille depuis une hauteur proche, vit sa flotte détruite sous ses yeux. Craignant d'être coupé de l'Asie si les Grecs détruisaient les ponts de l'Hellespont, il décida de rentrer avec une partie de son armée. Il laissa cependant un corps expéditionnaire important sous le commandement de son général Mardonios pour poursuivre la conquête. L'année suivante, en 479 avant notre ère, les armées grecques et perses s'affrontèrent à Platée, en Béotie. Les Spartiates commandaient les forces grecques. La bataille fut longue, confuse, indécise pendant plusieurs jours. Mais finalement, la phalange spartiate chargea le camp perse, massacrant les soldats ennemis et tuant Mardonios lui-même. Les Perses survivants s'enfuirent en désordre. Le même jour, selon la tradition, la flotte grecque remportait une victoire écrasante à Mycale, sur les côtes d'Asie mineure, libérant les cités grecques du joug perse. Ces victoires incroyables marquèrent un tournant décisif dans l'histoire grecque et mondiale. Un petit groupe de cités libres avait vaincu le plus grand empire du monde. Cette victoire ne fut pas seulement militaire, elle fut idéologique, culturelle, psychologique. Les Grecs y virent la preuve de la supériorité de leur mode de vie, de leur valeur de liberté, de courage individuel au service de la communauté, face au despotisme oriental où des masses d'esclaves obéissaient aveuglément à un roi-dieu. Cette opposition entre l'Occident libre et l'Orient despotique, entre la Grèce et la Perse, entre la démocratie et la tyrannie, allait structurer l'imaginaire politique occidental pour les siècles à venir, jusqu'à aujourd'hui encore. Après les guerres médiques, Athènes émergea comme la puissance dominante du monde égéen. Elle prit la tête d'une vaste alliance navale, la Ligue de Délos, regroupant des centaines de cités insulaires et côtières. Officiellement, cette ligue avait pour but de continuer la guerre contre la Perse, de libérer les cités grecques encore soumises, de protéger les mers contre les pirates. Chaque membre contribuait soit en fournissant des navires,
soit en versant un tribut annuel déposé dans le trésor commun, initialement situé sur l'île sacrée de Délos. Mais progressivement, Athènes transforma cette alliance libre en empire. Elle interdit aux cités de se retirer, imposa sa monnaie, ses poids et mesures, installa des garnisons, intervint dans les affaires intérieures de ses alliés pour favoriser les régimes démocratiques favorables à Athènes. Le trésor fut transféré à Athènes même, et Périclès, le stratège qui domina la vie politique athénienne pendant plus de 30 ans, utilisa une partie des fonds pour embellir la cité, construire le Parthénon, les Propylées, le temple d'Athéna Niké sur l'acropole. Sous Périclès, Athènes connut son âge d'or. La démocratie fut approfondie. Tous les citoyens, même les plus pauvres, purent participer activement à la vie politique grâce à l'institution du mistos, une indemnité journalière versée à ceux qui siégeaient au conseil, dans les tribunaux ou participaient aux assemblées. Périclès prononça un célèbre éloge funèbre en l'honneur des soldats morts au combat, rapporté par l'historien Thucydide, où il exaltait les valeurs athéniennes, la démocratie, l'égalité devant la loi, la liberté de parole, l'ouverture au monde, l'amour de la beauté et de la sagesse. Athènes, disait-il, était l'école de la Grèce, un modèle pour toutes les cités. Cette fierté, cette confiance en soi se reflétait dans l'architecture monumentale, dans les sculptures de Phidias qui ornèrent le Parthénon, dans les tragédies d'Échille, de Sophocle, d'Euripide représentées lors des grandes Dionysies, dans les comédies satiriques d'Aristophane, dans les dialogues philosophiques de Socrate questionnant inlassablement ses concitoyens sur la nature de la justice, du courage, de la piété. Laisse ces images défiler doucement dans ton esprit. Les collines d'Athènes baignées de lumière dorée, l'acropole dressée comme une couronne de marbre blanc au-dessus de la ville, les rues étroites et sinueuses de l'agora grouillante de marchands, d'artisans, de philosophes débattant sous les portiques, les théâtres à flanc de collines où des milliers de citoyens assistaient aux représentations, riant, pleurant, réfléchissant ensemble au mystère de l'existence humaine. Le port du Pirée, où des centaines de trières étaient amarrées, prêtes à défendre l'empire maritime. Les longs murs qui reliaient Athènes à son port, garantissant l'approvisionnement en blé venu d'Égypte et de la mer Noire. Tout cela formait un ensemble harmonieux, une civilisation parvenue à son apogée, rayonnant sur le monde grec et au-delà. Respire profondément. Laisse cette époque lumineuse t'envelopper. Il n'y a pas d'urgence. Nous sommes simplement là, flottant dans le temps, témoins silencieux de ces moments où l'humanité s'éleva vers des sommets de créativité, de courage, de beauté. Bientôt, nous verrons aussi les ombres qui se profilaient à l'horizon, les tensions qui conduiraient à des conflits tragiques. Mais pour l'instant, repose-toi dans cette lumière dorée, dans cette confiance sereine d'une civilisation qui croyait avoir trouvé la voie de la sagesse et de la grandeur. Mais cette grandeur athénienne, cette confiance radieuse, portait en elle les germes de sa propre destruction. L'empire maritime qu'Athènes avait bâti suscitait la méfiance, puis l'hostilité des autres cités grecques. Sparte, conservatrice et terrienne, voyait d'un œil inquiet la puissance grandissante de sa rivale. Corinthe, cité commerçante, souffrait de la concurrence athénienne et de son contrôle des routes maritimes. Thèbes, en Béotie, ambitionnait de dominer la Grèce centrale, mais se heurtait à l'influence athénienne. Peu à peu, deux blocs se constituèrent. D'un côté Athènes et son empire maritime, de l'autre Sparte et ses alliés du Péloponnèse. Entre eux, une rivalité sourde, faite de jalousie, de peur, d'incompréhension mutuelle. Deux modèles politiques opposés, deux visions du monde grec, deux conceptions de la liberté s'affrontaient sans pouvoir coexister pacifiquement. Les incidents se multiplièrent. Athènes intervint à Corcyre, grande île de la mer Ionienne, pour soutenir cette cité contre Corinthe. Elle imposa un blocus commercial à Mégare, allié de Sparte, l'étranglant économiquement. Elle réprima durement les tentatives de sécession au sein de son empire,
massacrant parfois les populations rebelles, comme à Mytilène. Sparte et ses alliés adressèrent un ultimatum à Athènes: lever le blocus de Mégare, rendre leur autonomie aux cités de l'Empire. Périclès refusa. En 431 avant notre ère, la guerre éclata, guerre qui allait durer presque 30 ans, épuiser la Grèce entière, briser l'équilibre fragile du monde des cités. Cette guerre du Péloponnèse, racontée avec une rigueur implacable par l'historien Thucydide, fut une tragédie au sens le plus profond. Thucydide, Athénien exilé après un échec militaire, analysa froidement les causes du conflit, les calculs des acteurs, les passions qui les animaient. Il montra comment la peur, l'honneur, l'intérêt poussèrent des hommes intelligents et civilisés à s'entre-déchirer. Il décrivit la dégradation progressive des valeurs morales sous la pression de la guerre, la brutalisation des mœurs, la disparition des anciens codes de conduite. Son récit reste l'une des œuvres majeures de la pensée politique occidentale, une méditation sombre sur la nature humaine, sur l'impossibilité parfois de préserver la paix malgré la raison. La stratégie de Périclès était simple: éviter les batailles terrestres où les Spartiates étaient invincibles, se replier derrière les longs murs qui protégeaient Athènes et le Pirée, utiliser la flotte pour harceler les côtes ennemies, attendre que Sparte, incapable de prendre Athènes et lassée par une guerre qui s'éternisait, accepte une paix de compromis. Chaque été, les Spartiates et leurs alliés envahissaient l'Attique, dévastaient les campagnes, brûlaient les récoltes, abattaient les oliviers. Les paysans athéniens, réfugiés dans la ville surpeuplée, assistaient impuissants à la destruction de leurs terres. Mais les murs tenaient, le blé arrivait par mer, et Athènes survivait. Puis survint la catastrophe. Une épidémie terrible, peut-être la typhoïde ou une fièvre hémorragique, frappa Athènes au printemps 430. La maladie se répandit rapidement dans la ville surpeuplée, tuant des milliers de personnes, peut-être un quart de la population. Thucydide, qui contracta la maladie mais survécut, en laissa une description clinique effrayante. Fièvre brûlante, soif insatiable, ulcération de la peau, délire, mort en quelques jours. Les médecins ne pouvaient rien faire. Les temples se remplissaient de mourants. Les rites funéraires traditionnels furent abandonnés. Les cadavres s'entassaient dans les rues. La peste brisa le moral des Athéniens, sema la panique, la désespérance. Périclès lui-même succomba à l'épidémie en 429. Avec lui disparaissait le dernier homme capable de maintenir l'équilibre fragile de la démocratie athénienne entre les factions radicales et modérées, entre les aventuriers et les prudents. Après la mort de Périclès, la politique athénienne devint plus chaotique, dominée par des démagogues, orateurs brillants mais souvent irresponsables qui flattaient les passions populaires pour obtenir le pouvoir. Cléon, tanneur enrichi, poussa Athènes vers une stratégie plus agressive. La guerre s'intensifia, gagna en brutalité. À Platée, allié d'Athènes assiégée par Thèbes et Sparte, la garnison finit par se rendre. Tous les survivants furent exécutés. À Mytilène, sur l'île de Lesbos, une révolte contre Athènes fut écrasée. L'Assemblée athénienne vota d'abord le massacre de tous les hommes adultes et la mise en esclavage des femmes et des enfants. Puis, le lendemain, prise de remords, elle annula ce décret et envoya un second navire rattraper le premier porteur de l'ordre de mort. Il arriva de justesse. Seuls les meneurs de la révolte furent exécutés. Cet épisode illustre les tensions au sein de la démocratie athénienne, tiraillée entre la fureur vengeresse et un reste d'humanité. En 422, Athéniens et Spartiates s'affrontèrent à Amphipolis, en Thrace. Les deux généraux les plus bellicistes, Cléon pour Athènes et Brasidas pour Sparte, trouvèrent la mort dans cette bataille. Leur disparition permit de négocier une paix, dite paix de Nicias, du nom du stratège athénien modéré qui la conclut. Cette paix devait durer 50 ans. Elle ne tint que 6, car Athènes ne pouvait rester tranquille. Alcibiade, jeune aristocrate brillant, ambitieux, élève de Socrate, neveu de Périclès, incarnait le nouvel esprit athénien,
celui de la génération qui n'avait pas connu les guerres médiques, qui tenait pour acquise la grandeur d'Athènes et rêvait de conquêtes plus vastes encore. Il persuada l'Assemblée de lancer une expédition contre Syracuse, grande cité grecque de Sicile, alliée de Sparte. L'argument était que Syracuse devenait trop puissante, qu'elle menaçait les alliés athéniens en Sicile, qu'une victoire rapide rapprocherait Athènes de la conquête de toute l'île, riche en blé et en ressources. En réalité, l'expédition de Sicile fut une aventure démesurée, motivée par l'orgueil, l'appât du gain, le désir de gloire personnelle d'Alcibiade. En 415 avant notre ère, une flotte immense appareilla du Pirée, transportant des milliers d'hoplites, des centaines de cavaliers, des équipages, des vivres, du matériel de siège. Toute la population d'Athènes descendit au port pour assister au départ de cette armada splendide, la plus grande jamais assemblée par une cité grecque. Les prières furent offertes aux dieux, les trompettes sonnèrent, les navires levèrent l'ancre dans un grand spectacle de puissance et de confiance. Mais avant même d'arriver en Sicile, le désastre commença. Alcibiade fut rappelé à Athènes pour répondre d'accusations d'impiété liées à la profanation des Hermaïs, statue du dieu Hermès mutilée mystérieusement la veille du départ. Refusant de rentrer, il déserta et passa chez les Spartiates, leur révélant les plans athéniens et les conseillant sur la manière de vaincre sa propre cité. Sans Alcibiade, l'expédition perdit son âme. Les généraux restants, Nicias et Démosthène, assiégèrent Syracuse, mais la ville résista. Sparte envoya un général, Gylippe, pour organiser la défense. Peu à peu, les assiégeants devinrent assiégés. La flotte athénienne fut détruite dans le port de Syracuse. Les soldats tentèrent de se replier par voie terrestre, mais furent rattrapés, encerclés, massacrés ou capturés. Nicias et Démosthène furent exécutés. Des milliers d'Athéniens furent jetés dans les carrières de pierre de Syracuse, les latomies, où ils moururent de faim, de soif, de maladie, sous le soleil brûlant, puis le froid nocturne. Quelques-uns survécurent, sauvés parce qu'ils pouvaient réciter de mémoire des vers d'Euripide, tant la poésie athénienne était admirée même chez les ennemis. Ce désastre de Sicile, en 413 avant notre ère, marqua le début de la fin pour Athènes. Elle avait perdu sa flotte, son armée, ses meilleurs hommes, son prestige. Ses alliés commencèrent à se révolter, encouragés par Sparte qui désormais recevait de l'argent de la Perse. Car les Perses, qui n'avaient jamais renoncé à leurs ambitions en mer Égée, profitèrent de l'affaiblissement d'Athènes pour soutenir Sparte, lui fournissant l'or nécessaire pour construire une flotte capable de rivaliser avec ce qui restait de la marine athénienne. L'alliance entre Sparte oligarchique et la Perse despotique choquait l'esprit grec, mais la logique de la guerre l'emportait sur les principes. Athènes pourtant résista encore 10 ans. Avec une énergie désespérée, elle construisit de nouveaux navires en fondant les objets précieux des temples, en mobilisant jusqu'aux esclaves promis à la liberté s'ils servaient sur les trières. Elle remporta même quelques victoires navales, notamment aux Arginuses en 406. Mais elle ne pouvait soutenir indéfiniment l'effort de guerre. En 405, sa flotte fut surprise et détruite à Aigos-Potamos, sur l'Hellespont, par le général spartiate Lysandre. Athènes fut assiégée par terre et par mer. Affamée, épuisée, sans alliés, elle dut capituler en avril 404. Les conditions de la paix furent humiliantes, mais moins terribles qu'on aurait pu le craindre. Certains alliés de Sparte, notamment Thèbes et Corinthe, voulaient raser Athènes, massacrer sa population, réduire les survivants en esclavage. Sparte refusa, arguant qu'on ne pouvait détruire la cité qui avait sauvé la Grèce lors des guerres médiques. Les longs murs furent abattus au son des flûtes, comme lors d'une fête, symbole de la joie des ennemis d'Athènes. La flotte fut réduite à 12 navires. L'empire fut dissous, les cités rendues à leur indépendance, c'est-à-dire souvent soumises à Sparte. À Athènes même, la démocratie fut abolie et remplacée par un régime oligarchique, le gouvernement des 30, installé par Lysandre. Ces 30 tyrans, comme on les appela bientôt,
menés par Critias, ancien élève de Socrate, instaurèrent une terreur sanglante. Ils dressèrent des listes de proscrits, citoyens démocrates ou simplement riches dont ils convoitèrent les biens, et les firent exécuter sans procès. En quelques mois, ils tuèrent plus de 1500 personnes. Beaucoup d'Athéniens s'exilèrent, mais un groupe de démocrates, réfugiés à Thèbes, organisa la résistance. Menés par Thrasybule, ils prirent le Pirée, vainquirent les troupes des Trente et finirent par restaurer la démocratie en 403. Une amnistie générale fut proclamée, sauf pour les Trente eux-mêmes. Athènes tenta de panser ses plaies, de retrouver une stabilité, de reconstruire sa vie civique. Mais le traumatisme était profond. La confiance sereine de l'âge de Périclès avait disparu. La démocratie restaurée était plus méfiante, plus conservatrice, plus peureuse. C'est dans ce climat qu'en 399 avant notre ère, Socrate fut accusé d'impiété et de corrompre la jeunesse. Le vieux philosophe, qui passait ses journées à questionner les Athéniens sur leurs certitudes, à les forcer à réfléchir, à admettre leur ignorance, était devenu gênant. Plusieurs de ses anciens élèves, Alcibiade le traître, Critias le tyran, avaient trahi la cité. On lui reprocha d'avoir formé des ennemis de la démocratie. Condamné à mort par un jury populaire, il refusa de s'exiler et but la ciguë avec sérénité, entouré de ses disciples en larmes. Sa mort, racontée par Platon dans le Phédon, devint le symbole du conflit entre la philosophie et la cité, entre la recherche individuelle de la vérité et les exigences collectives de la communauté. Pendant ce temps, Sparte régnait sur la Grèce. Mais sa domination fut brève et brutale. Les Spartiates se comportèrent en maîtres arrogants, installant des gouverneurs, des garnisons, levant des tribus, trahissant les promesses de liberté faites aux cités qui s'étaient ralliées à eux contre Athènes. Ils allèrent jusqu'à s'allier ouvertement avec la Perse, acceptant par le traité d'Antalcidas en 386 que les cités grecques d'Asie mineure, celles-là même pour lesquelles on avait combattu lors des guerres médiques, retournent sous domination perse. Cette trahison des principes panhelléniques acheva de discréditer Sparte. Thèbes saisit l'occasion. Sous la conduite de deux généraux de génie, Épaminondas et Pélopidas, la cité béotienne devint la nouvelle puissance dominante. En 371 avant notre ère, à Leuctre, l'armée thébaine infligea aux Spartiates leur première défaite terrestre majeure depuis des siècles. Épaminondas avait inventé une nouvelle tactique, renforçant son aile gauche en profondeur, le fameux ordre oblique, qui enfonça l'aile droite spartiate avant que le reste de la phalange ennemie puisse intervenir. Cette victoire renversa l'équilibre des forces en Grèce. Épaminondas envahit le Péloponnèse, libéra la Messénie du joug spartiate après plus de 3 siècles d'asservissement, fonda de nouvelles cités pour contenir Sparte. Privé de ses ilotes messéniens, Sparte perdit la base économique de sa puissance militaire et ne se releva jamais vraiment. Thèbes domina la Grèce pendant une décennie, mais sa suprématie s'acheva avec la mort d'Épaminondas à la bataille de Mantinée en 362. Sans lui, Thèbes manquait de vision stratégique. La Grèce retomba dans un état de fragmentation, de guerre incessante entre cités épuisées. Aucune ne pouvait imposer durablement son hégémonie. Athènes avait retrouvé une certaine prospérité, reconstruisant partiellement son influence maritime, mais elle était l'ombre de ce qu'elle avait été. Sparte survivait diminuée. Thèbes s'affaiblissait. Corinthe, Argos, les autres cités manœuvraient pour préserver leur indépendance. C'était un équilibre de la faiblesse, un concert de puissance exsangue. Au nord, cependant, une nouvelle force montait, longtemps méprisée par les Grecs du Sud, qui considéraient les Macédoniens comme des barbares à demi civilisés. La Macédoine était un royaume, non une cité, gouvernée par une monarchie héréditaire. Ses habitants parlaient un dialecte grec difficile à comprendre, vivaient dans des conditions plus rudes, pratiquaient une guerre de cavalerie plutôt que le combat hoplitique traditionnel. Mais sous le règne de Philippe II, qui accéda au trône en 359 avant notre ère, la Macédoine se transforma en machine de guerre redoutable.
Philippe était un homme brillant, ambitieux, rusé, sans scrupules. Otage à Thèbes dans sa jeunesse, il avait étudié les tactiques d'Épaminondas, compris les faiblesses des cités grecques, leur incapacité à s'unir durablement. Il réforma son armée, créant la fameuse phalange macédonienne armée de Saris, longue pique de 6 mètres, et une cavalerie lourde d'élite, les compagnons du roi. Il conquit méthodiquement les cités grecques du nord, prenant le contrôle des mines d'or du mont Pangée, qui lui fournirent les ressources financières nécessaires pour soudoyer, corrompre, diviser ses adversaires. Philippe préférait acheter ses ennemis plutôt que les combattre, mais n'hésitait pas à user de la force quand nécessaire. Les cités grecques mirent longtemps à réaliser le danger. Démosthène, le plus grand orateur athénien, prononça une série de discours enflammés, les Philippiques, appelant à la résistance contre Philippe. Mais Athènes hésitait, divisée entre ceux qui voulaient s'opposer à la Macédoine et ceux qui pensaient pouvoir s'accommoder d'elle. Finalement, en 338 avant notre ère, Athènes et Thèbes s'allièrent contre Philippe. Les deux armées s'affrontèrent à Chéronée, en Béotie. Ce fut un désastre pour les Grecs. La phalange macédonienne et la cavalerie commandée par Alexandre, le jeune fils de Philippe âgé de 18 ans, écrasèrent les forces alliées. Le bataillon sacré de Thèbes, troupe d'élite composée de 150 couples d'amants, combattit jusqu'à l'anéantissement total, refusant de fuir ou de se rendre. Leur courage désespéré symbolisa la fin d'une époque. Après Chéronée, Philippe convoqua à Corinthe un congrès de toutes les cités grecques, sauf Sparte qui refusa de participer. Il imposa une paix commune, la Ligue de Corinthe, dont il était le chef incontesté. Officiellement, les cités conservaient leur autonomie. En réalité, elles étaient soumises à la Macédoine. Philippe se fit nommer stratège autocrate pour une expédition punitive contre la Perse, prétendant venger les destructions commises par Xerxès un siècle et demi plus tôt. Mais avant de pouvoir lancer cette campagne, il fut assassiné lors des noces de sa fille en 336. Les circonstances restèrent obscures. Son fils Alexandre, âgé de 20 ans, lui succéda. Beaucoup crurent que la mort de Philippe signerait la fin de la domination macédonienne. Les Thébains se révoltèrent. Alexandre fondit sur eux avec une rapidité foudroyante, prit la ville, la rasa complètement, vendit la population en esclavage, à l'exception des temples et de la maison du poète Pindare, qu'il épargna par respect pour la culture grecque. Ce châtiment terrible dissuada toute autre velléité de rébellion. Alexandre pouvait maintenant se tourner vers l'Est, vers l'immense projet paternel, la conquête de l'Empire perse. En 334 avant notre ère, Alexandre traversa l'Hellespont à la tête d'une armée de 35 000 Macédoniens et Grecs. Il se rendit sur le site légendaire de Troie, sacrifia sur le tombeau présumé d'Achille, son héros favori, dont il se prétendait descendant par sa mère. Puis il marcha vers l'intérieur de l'Asie mineure, affrontant les armées perses à la rivière du Granique. Ce fut la première d'une série ininterrompue de victoires qui allait durer 11 ans et changer le visage du monde. Alexandre n'était pas seulement un général de génie, il était aussi un homme cultivé, élève d'Aristote, fasciné par les cultures étrangères, hanté par le désir de gloire immortelle. Il libéra les cités grecques d'Asie mineure du joug perse, puis conquit la Syrie, l'Égypte où il fut accueilli en libérateur et couronné pharaon. Il fonda Alexandrie, qui deviendrait la plus grande ville hellénistique. Puis il se tourna vers le cœur de l'Empire perse. À Issos, puis à Gaugamel, il affronta et vainquit les armées gigantesques du grand roi Darius III. La phalange macédonienne, la cavalerie des compagnons, le génie tactique d'Alexandre triomphèrent à chaque fois de forces numériquement bien supérieures. Darius s'enfuit, fut finalement assassiné par ses propres généraux. Alexandre se proclama successeur légitime des rois perses, adopta partiellement leur protocole de cour, exigea la prosternation, à la grande indignation de ses compagnons macédoniens qui voyaient dans cette coutume orientale une atteinte à leur dignité d'homme libre. Il poursuivit ses conquêtes vers l'est, franchissant l'Hindu Kush, envahissant la Bactriane, la Sogdiane,
région montagneuse et sauvage, aux confins de l'ancien empire perse. Il épousa Roxane, princesse locale, pour sceller son contrôle sur ces territoires. Puis il descendit dans la vallée de l'Indus, vainquit le roi Poros et ses éléphants de guerre. Mais là, au bord d'une rivière marquant la frontière de royaumes indiens inconnus, son armée refusa d'aller plus loin. Épuisée par des années de campagne, des milliers de kilomètres parcourus, des batailles innombrables, les soldats exigèrent le retour. Alexandre, furieux, dut céder. Il rebroussa chemin, traversa le désert de Gédrosie où il perdit une grande partie de ses troupes et regagna Babylone qu'il avait choisie comme capitale de son empire. Là, il projeta de nouvelles expéditions, vers l'Arabie, vers l'ouest jusqu'aux colonnes d'Hercule. Mais en juin 323 avant notre ère, après un banquet, il tomba malade d'une fièvre violente. En quelques jours, son état empira. Il mourut à l'âge de 32 ans, sans héritier capable de lui succéder. Son empire, qui s'étendait de la Grèce à l'Inde, le plus vaste jamais conquis par un Grec, n'avait duré qu'une décennie. Laisse ces images se dissoudre lentement. Alexandre chevauchant à travers les déserts de Perse, ses yeux fixés sur des horizons toujours plus lointains, ses soldats épuisés, nostalgiques, rêvant de leur foyer macédonien et grec. Les villes nouvelles qu'il fonda par dizaines, toutes nommées Alexandrie, graines de culture hellénique semées à travers l'Asie. Le choc de deux mondes, l'Occident et l'Orient, la Grèce et la Perse, la liberté et le despotisme, fusionnant en une synthèse nouvelle, fragile, éclatante. Et puis cette mort prématurée, à Babylone, dans un palais autrefois habité par Nabuchodonosor, entouré de généraux qui déjà complotaient pour se partager les dépouilles de l'Empire. Respire, repose-toi dans cette transition. Le monde grec ne serait plus jamais le même. Les petites cités indépendantes, jalouses de leur autonomie, appartenaient désormais au passé. L'avenir serait aux grands royaumes, aux empires cosmopolites, à une civilisation grecque qui ne serait plus confinée aux rivages de la mer Égée, mais s'étendrait sur 3 continents. L'époque classique s'achevait. L'époque hellénistique commençait, portant avec elle de nouvelles richesses, de nouvelles idées, de nouveaux défis, mais aussi une certaine mélancolie, le sentiment que l'âge héroïque était révolu, que la grandeur d'autrefois ne reviendrait jamais. Laisse cette mélancolie t'accompagner doucement vers le sommeil. Il n'y a ni victoire définitive, ni défaite absolue dans l'histoire humaine. Seulement des cycles, des transformations, des métamorphoses. Bientôt, nous explorerons les mondes nouveaux qui naquirent des cendres de l'empire d'Alexandre. Mais pour l'instant, flotte tranquillement dans cet entre-deux, ce moment suspendu où l'ancien ordre se dissout et où l'avenir reste encore incertain, plein de possibilités infinies. Après la mort d'Alexandre, son empire se fragmenta presque immédiatement. Ses généraux, les diadoques, les successeurs, se disputèrent âprement l'héritage. Pendant plus de 40 années, ils s'affrontèrent dans des guerres incessantes, formant et rompant des alliances, trahissant et massacrant, chacun rêvant de reconstituer à son profit l'empire entier. Mais l'unité alexandrine était illusoire, impossible à maintenir. Peu à peu, 3 grands royaumes se stabilisèrent, issus du partage définitif après la bataille d'Ipsos en 301 avant notre ère. En Égypte s'installa la dynastie des Ptolémées, fondée par Ptolémée, ancien compagnon d'Alexandre qui s'était emparé du corps du conquérant lors de son transfert en Macédoine et l'avait enterré à Alexandrie. Les Ptolémées régnèrent sur l'Égypte en pharaons hellénisés, adoptant les coutumes égyptiennes tout en diffusant la culture grecque. Alexandrie devint la métropole intellectuelle du monde hellénistique, abritant la fameuse bibliothèque où l'on rassembla des centaines de milliers de rouleaux de papyrus, copies de toutes les œuvres connues de la littérature grecque et orientale. Le musée d'Alexandrie, temple des muses, accueillit savants, poètes, mathématiciens, astronomes. Euclide y composa ses éléments de géométrie. Ératosthène y calcula avec une précision remarquable la circonférence de la Terre. Archimède y séjourna.
Callimaque y catalogua les trésors de la littérature. C'était une époque de compilation, d'érudition, de raffinement extrême. En Asie, Séleucos fonda la dynastie des Séleucides, contrôlant un immense territoire qui s'étendait de la Syrie à la Mésopotamie, de l'Anatolie à la Perse, jusqu'aux confins de l'Inde, avant de perdre progressivement les satrapies orientales. Les Séleucides bâtirent des dizaines de cités grecques, pôles de colonisation hellénique au milieu de populations orientales. Antioche, sur l'Oronte, devint leur capitale occidentale, rivale d'Alexandrie en splendeur et en richesse. Séleucie du Tigre, près de l'ancienne Babylone, était leur capitale orientale. Ils tentèrent de maintenir l'équilibre fragile entre leurs sujets grecs, qui formaient l'élite administrative et militaire, et les populations indigènes, syriennes, babyloniennes, perses, qui conservaient leur langue, leur religion, leurs coutumes. Cet empire cosmopolite était administrativement complexe, perpétuellement menacé par des révoltes locales, des invasions nomades, des guerres contre les Ptolémées pour le contrôle de la Syrie et de la Palestine. En Macédoine et en Grèce, la dynastie des Antigonides, issue d'Antigone le Borgne et de son fils Démétrios Poliorcète, finit par s'imposer après des décennies de lutte. Les Antigonides contrôlèrent la Macédoine et tentaient de maintenir leur influence sur les cités grecques, mais ces dernières résistaient farouchement à toute domination. Athènes, Sparte, les autres cités oscillaient entre soumission et rébellion, s'alliant parfois entre elles, parfois avec les Ptolémées ou les Séleucides contre les Macédoniens. De nouvelles ligues fédérales émergèrent, la Ligue étolienne en Grèce centrale, la Ligue achéenne dans le Péloponnèse, tentative de préserver une certaine autonomie grecque face aux monarchies hellénistiques. Le monde hellénistique était donc fragmenté politiquement, mais unifié culturellement. Partout, de l'Égypte à la Bactriane, on parlait grec, la Kouiné, langue commune issue du dialecte attique mais simplifiée, standardisée. Les élites locales adoptaient les mœurs grecques, fréquentèrent les gymnases, assistaient aux représentations théâtrales, participaient aux jeux athlétiques. Les villes nouvelles étaient construites selon le plan hippodamien, avec des rues à angle droit, une agora, un théâtre, un stade, des temples grecs côtoyant parfois des sanctuaires orientaux. C'était une civilisation urbaine, commerçante, cosmopolite, où les identités se mélangeaient, où un grec d'Alexandrie pouvait épouser une égyptienne hellénisée, où un marchand syrien pouvait s'enrichir en vendant des épices indiennes à Athènes. Cette époque vit un épanouissement extraordinaire des sciences. Libérée des contraintes étroites de la cité classique, soutenue par des rois qui disposaient de ressources considérables et comprenaient la valeur du prestige intellectuel, les savants hellénistiques accomplirent des progrès remarquables. Archimède de Syracuse découvrit les principes de l'hydrostatique, inventa des machines de guerre sophistiquées, calcula des approximations de pi avec une précision inégalée. Apollonios de Perge étudia les sections coniques. Hipparque découvrit la précession des équinoxes, dressa des catalogues d'étoiles. Hérophile et Érasistrate, médecins travaillant à Alexandrie, pratiquèrent les premières dissections humaines systématiques, progressant considérablement dans la compréhension de l'anatomie. Aristarque de Samos proposa même un modèle héliocentrique du système solaire, plaçant le Soleil au centre et la Terre en orbite autour de lui. Idée trop révolutionnaire pour être acceptée, mais qui anticipait de près de 2000 ans les découvertes de Copernic. La philosophie, elle aussi, se transforma. Les grandes écoles d'Athènes, l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, continuaient leurs activités, mais de nouveaux courants apparurent, mieux adaptés aux angoisses d'un monde devenu trop vaste, trop complexe, où l'individu ne pouvait plus participer directement à la vie politique de sa cité comme autrefois. L'épicurisme, fondé par Épicure, enseignait que le bonheur résidait dans la recherche des plaisirs simples, l'amitié, l'absence de troubles de l'âme, l'ataraxie. Il fallait se retirer du monde, vivre caché, cultiver son jardin intérieur. Le stoïcisme, fondé par Zénon de Kition, prônait au contraire l'engagement dans le monde tout en restant détaché émotionnellement, acceptant avec sérénité ce qui ne dépendait pas de nous.
cultivant la vertu pour elle-même. Ces philosophies offraient des guides de vie individuels, des recettes de sagesse personnelle pour affronter un monde imprévisible. L'art hellénistique se distinguait de l'art classique par une recherche du mouvement, de l'expression émotionnelle, du réalisme parfois brutal. Les sculptures ne représentèrent plus seulement des athlètes idéalisés ou des dieux sereins, mais des vieillards ridés, des enfants jouants, des visages marqués par la douleur ou l'extase. La Vénus de Milo, la victoire de Samothrace, le groupe du Laocoon illustrent cette esthétique baroque, dramatique, virtuose. L'architecture aussi gagnait en monumentalité. Le colosse de Rhodes, statue géante d'Apollon haute de 30 mètres, le phare d'Alexandrie, tour de plus de 100 mètres couronné d'un feu visible à des dizaines de kilomètres, comptait parmi les 7 merveilles du monde antique. Pourtant, sous cette splendeur, des tensions persistaient. Les monarchies hellénistiques reposaient sur des fondations fragiles. Les rois étaient des souverains absolus, divinisés de leur vivant, entourés d'une cour luxueuse, d'une bureaucratie efficace, d'une armée de mercenaires. Mais ils manquaient de légitimité profonde. Ils n'étaient pas les héritiers d'une tradition dynastique millénaire comme les pharaons égyptiens, ni les représentants d'une communauté de citoyens comme les magistrats des anciennes cités. Ils régnaient par la force, l'habileté politique, la richesse, mais toujours menacés par des rivaux, des usurpateurs, des révoltes populaires. En Égypte, les Ptolémées durent affronter plusieurs révoltes indigènes, notamment dans le sud, où les populations égyptiennes rejetaient parfois la domination grecque. La dynastie elle-même sombra progressivement dans les intrigues de palais, les guerres de succession, les mariages incestueux entre frères et sœurs selon la tradition pharaonique, mais qui affaiblissaient génétiquement la lignée. Ptolémée VIII massacra une partie de l'intelligentsia alexandrine, provoquant un exode de savants vers d'autres régions. Les derniers Ptolémées furent des souverains faibles, manipulés par leurs conseillers, dépendants de Rome, qui émergeait comme nouvelle puissance méditerranéenne. L'empire séleucide se délita encore plus rapidement. Dès le milieu du IIIe siècle avant notre ère, les satrapies orientales se détachèrent. La Bactriane devint un royaume gréco-bactrien indépendant, qui prospéra pendant plus d'un siècle, diffusant l'art hellénistique jusqu'en Inde, produisant des œuvres d'une beauté hybride mêlant influences grecques, perses, indiennes. La partie, au sud de la mer Caspienne, fut conquise par des nomades iraniens qui fondèrent l'empire parthe, ennemi redoutable qui repoussa toutes les tentatives séleucides de reconquête. En Anatolie, plusieurs royaumes se constituèrent: Pergame, Bithynie, Pont, Cappadoce, tantôt alliés, tantôt adversaires des Séleucides. En Judée, les Maccabées menèrent une révolte victorieuse contre la domination séleucide et les tentatives d'hellénisation forcée, établissant un royaume juif indépendant. À la fin du IIe siècle, l'empire séleucide se réduisait à la Syrie, la Cilicie, quelques territoires en Mésopotamie, ombre de ce qu'il avait été. En Grèce même, les cités continuaient à leur querelle, incapables de retrouver la grandeur passée. Sparte tenta plusieurs fois de restaurer son hégémonie sous des rois réformateurs comme Agis, Cléomène, Nabis, qui redistribuèrent les terres, annulèrent les dettes, élargirent le corps civique en incorporant des périèques et même d'anciens ilotes. Mais ces révolutions sociales échouèrent face à l'opposition des oligarchies grecques et des Macédoniens. Athènes connut une renaissance culturelle et philosophique, mais politiquement elle était marginale, vivant de son passé glorieux, de ses écoles philosophiques, du tourisme culturel des riches romains qui venaient admirer les monuments de l'âge de Périclès. Car Rome montait inexorablement. Cette cité italienne, longtemps ignorée des Grecs qui la considéraient comme une ville barbare de l'Occident lointain, avait progressivement conquis toute la péninsule italienne, puis vaincu Carthage dans les terribles guerres puniques, s'emparant de la Sicile, de la Sardaigne, de l'Espagne. Au début du IIe siècle avant notre ère, Rome se tourna vers l'Orient hellénistique. D'abord appelée comme arbitre dans les conflits entre royaumes grecs, elle finit par intervenir militairement. En 197, les légions romaines écrasèrent Philippe V de Macédoine à Cynocéphale. En 190,
elles vainquirent Antiochos III le Grand, roi séleucide, à Magnésie du Sipyle, le repoussant en Asie. En 168, elles détruisirent définitivement le royaume de Macédoine à Pydna, déportant le dernier roi persé à Rome pour le triomphe du général Paul-Émile. Après une dernière révolte, la Macédoine fut transformée en province romaine en 148. La même année, les Romains détruisirent Corinthe, rasant complètement la ville, vendant la population en esclavage, pour punir la Ligue achéenne qui avait osé leur résister. La Grèce devint un protectorat romain, puis une province, l'Achaïe. Pergame fut léguée à Rome par testament de son dernier roi, Attale III, en 133, devenant la province d'Asie, la plus riche de l'Empire. Les royaumes d'Anatolie furent progressivement annexés. L'Empire séleucide survécut encore quelques décennies, réduit à la Syrie, déchiré par des guerres civiles, avant d'être finalement annexé par Pompée en 64 avant notre ère. L'Égypte ptolémaïque resta formellement indépendante le plus longtemps, mais totalement soumise à l'influence romaine. Cléopâtre VII, la dernière des Ptolémées, tenta de préserver son royaume en séduisant successivement Jules César puis Marc-Antoine. Mais après la défaite navale d'Actium en 31 avant notre ère, où Octave vainquit Antoine et Cléopâtre, la reine se suicida et l'Égypte devint province romaine. Le monde hellénistique avait vécu. Rome régnait désormais sur tout le bassin méditerranéen. Pourtant, cette conquête politique fut accompagnée d'une conquête culturelle inverse. Les Romains, guerriers rudes et pragmatiques, admiraient profondément la culture grecque, qu'ils considéraient comme supérieure à la leur. Ils adoptèrent la littérature grecque comme modèle, imitant Homère, les tragiques, les historiens grecs. Ils firent venir des esclaves grecs cultivés comme précepteurs de leurs enfants. Ils pillèrent les œuvres d'art grecques pour décorer leurs villas. Ils étudièrent la philosophie grecque, particulièrement le stoïcisme, qui convenait à leur tempérament. Le poète Horace résuma cette relation paradoxale dans un vers célèbre. Graetia capta ferum victorem cepit. La Grèce conquise conquit son farouche vainqueur. Sous la domination romaine, le monde grec connut une longue période de paix relative, la Pax Romana. Les villes prospérèrent, le commerce s'épanouit, les arts et les lettres continuèrent de briller. Des auteurs grecs écrivirent sous l'Empire romain comme Plutarque, biographe moraliste, Pausanias, géographe et historien de l'art, Lucien, satiriste spirituel, Galien, médecin dont les théories domineraient la médecine occidentale pendant plus d'un millénaire. Au IIe siècle de notre ère, l'Empire romain atteignit son apogée et les provinces grecques étaient parmi les plus riches et les plus cultivées. Mais une transformation profonde s'opérait. Une nouvelle religion, née en Judée au 1er siècle, se répandait progressivement dans le monde gréco-romain. Le christianisme, initialement mouvement juif marginal, fut prêché aux non-juifs par Paul de Tarse, juif hellénisé qui écrivait en grec et pensait en termes de philosophie grecque. Les communautés chrétiennes se développèrent d'abord dans les villes de langue grecque, Antioche, Éphèse, Corinthe, Thessalonique, Alexandrie. Les évangiles furent rédigés en grec. Les pères de l'Église, Basile, Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome, étaient des intellectuels grecs formés à la rhétorique et à la philosophie classique qui tentèrent de concilier la foi chrétienne et la culture hellénique. Peu à peu, le christianisme se répandit dans toutes les couches de la société. Malgré les persécutions périodiques, il gagnait des adeptes, offrant un message de salut, d'égalité spirituelle, de vie éternelle, qui séduisait dans un monde souvent dur et inégalitaire. En 313, l'empereur Constantin légalisa le christianisme par l'édit de Milan. En 380, l'empereur Théodose en fit la religion officielle de l'Empire, interdisant les cultes païens. Les temples grecs furent fermés, transformés en églises ou abandonnés. Les Jeux olympiques, célébrés depuis plus de 1000 ans, furent supprimés en 393. Les écoles philosophiques d'Athènes continuèrent encore quelques siècles, mais en 629,
l'empereur Justinien ordonna leur fermeture définitive. C'était officiellement la fin de la civilisation grecque païenne. Mais en réalité, cette civilisation ne mourut pas. Elle se transforma, s'adapta, fusionna avec le christianisme. L'Empire romain d'Orient, qu'on appellera plus tard Empire byzantin, était un empire grec et chrétien. Sa capitale, Constantinople, fondée par Constantin sur le site de l'ancienne Byzance grecque, devint la nouvelle Athènes, le nouveau centre culturel du monde grec. On y parlait grec, on y étudiait les auteurs classiques, on y copiait les manuscrits anciens. Les Byzantins se considéraient comme les héritiers directs de Rome et de la Grèce, Romaioi par citoyenneté politique, Hellène par culture et langue. L'Occident romain, lui, sombra au 5e siècle sous les invasions germaniques. Mais même là, la culture grecque survécut indirectement. Les textes grecs classiques furent partiellement traduits en latin, préservés dans les monastères, étudiés dans les écoles médiévales. Les philosophes arabes, au Moyen Âge, redécouvrirent Aristote et Platon, les traduisirent, les commentèrent, les transmirent finalement à l'Occident chrétien où ils provoquèrent une révolution intellectuelle. À Byzance, les manuscrits grecs originaux furent copiés et recopiés pendant des siècles. Lorsque Constantinople tomba aux mains des Turcs ottomans en 1453, des savants grecs s'enfuirent en Italie, emportant avec eux leurs précieux manuscrits. Cette arrivée massive de textes grecs en Occident fut l'une des étincelles de la Renaissance. Ainsi, la civilisation grecque ne disparut jamais vraiment. Elle se métamorphosa, se diffusa, se transmit à travers les siècles et les cultures. Les idées de Platon nourrirent la théologie chrétienne et la philosophie occidentale jusqu'à aujourd'hui. La logique d'Aristote structura la pensée scientifique. La géométrie d'Euclide resta le fondement des mathématiques pendant 2000 ans. Les tragédies de Sophocle continuent d'être jouées et de toucher les spectateurs modernes. L'Iliade et l'Odyssée demeurent parmi les œuvres les plus lues et les plus admirées de la littérature mondiale. La démocratie athénienne, malgré ses limites et ses contradictions, inspira les révolutions modernes et les constitutions contemporaines. Respire doucement. Laisse défiler ces images. Les ruines du Parthénon sous le ciel bleu d'Athènes, colonnes blanches dressées depuis 2500 ans. Les théâtres antiques d'Épidore, de Delphes, où l'on joue encore les pièces anciennes et où l'acoustique parfaite permet d'entendre un murmure depuis les gradins les plus hauts. Les papyrus carbonisés d'Herculanum, que les archéologues tentent patiemment de dérouler et de déchiffrer. Les statues grecques retrouvées au fond de la mer, remontées, restaurées, exposées dans les musées du monde entier. Les manuscrits enluminés du Moyen Âge copiant Homère, les éditions imprimées de la Renaissance diffusant Platon, les traductions modernes dans toutes les langues, cette chaîne ininterrompue de transmission, de génération en génération, d'époque en époque, de culture en culture. La Grèce antique nous a légué plus que des textes et des monuments. Elle nous a légué une manière de penser, de questionner, de chercher la vérité par le raisonnement plutôt que par l'acceptation passive de l'autorité. Elle nous a montré que les êtres humains pouvaient se gouverner eux-mêmes, débattre publiquement des affaires communes, soumettre les décisions au vote de l'Assemblée. Elle nous a enseigné la beauté de la forme harmonieuse, l'importance de l'équilibre, de la mesure, du rien de trop. Elle nous a transmis des héros comme Achille, Ulysse, Antigone, Socrate, qui continuent d'incarner des valeurs, des dilemmes, des choix fondamentaux de l'existence humaine. Bien sûr, nous ne devons pas idéaliser cette civilisation. Elle pratiquait l'esclavage, excluait les femmes de la vie politique, menait des guerres impitoyables, pouvait se montrer arrogante envers les autres peuples. Elle avait ses limites, ses contradictions, ses zones d'ombre. Mais elle avait aussi une capacité extraordinaire de création, d'innovation, d'autocritique. Les Grecs eux-mêmes questionnaient leurs institutions, leurs dieux, leurs valeurs. Les tragédies mettaient en scène les contradictions morales. Les philosophes remettaient en cause les certitudes établies.
les historiens analysaient les causes des événements sans se contenter d'explications mythologiques. Cette tradition critique, cette liberté de penser, cette quête perpétuelle de compréhension, voilà peut-être l'héritage le plus précieux de la Grèce antique. Dans un monde souvent dogmatique, elle nous rappelle qu'il est permis de douter, de questionner, de chercher. Dans un monde de certitude absolue, elle nous montre la valeur du dialogue, du débat, de l'échange d'arguments. Dans un monde qui valorise parfois l'efficacité immédiate au détriment de la réflexion, elle nous invite à prendre le temps de penser, de contempler, de chercher la sagesse plutôt que le simple pouvoir ou la simple richesse. Laisse ces réflexions t'accompagner maintenant. La nuit est profonde, les siècles ont défilé, nous avons remonté le temps jusqu'aux origines brumeuses de la civilisation grecque, traversé l'âge des héros, assisté à la naissance de la démocratie, contemplé les chefs-d'œuvre de l'art classique, suivi les armées d'Alexandre jusqu'aux confins du monde connu, observé la diffusion de la culture hellénistique, assisté à la conquête romaine et à la transformation chrétienne. Un voyage immense à travers plus d'un millénaire d'histoire, à travers des territoires qui s'étendèrent de l'Espagne à l'Inde, de l'Égypte aux steppes d'Ukraine. Et maintenant, repose-toi. L'histoire continue de murmurer, mais toi, tu peux dormir paisiblement. Les échos du passé veillent sur ton sommeil. Les voix d'Homère, de Sappho, d'Hérodote, de Sophocle, de Socrate, de Platon, de tous ces hommes et ces femmes qui ont vécu, pensé, créé, aimé, souffert il y a si longtemps, résonnent encore faiblement à travers les millénaires. Leur monde a disparu, leurs cités sont en ruine, leurs langues ne sont plus parlées dans les rues, mais quelque chose d'essentiel demeure, transmis de génération en génération, préservé dans les textes, les œuvres d'art, les institutions, les idées. Tu fais partie de cette chaîne. En t'intéressant à cette histoire, en écoutant ces récits, tu maintiens vivante la mémoire de cette civilisation. Tu deviens un maillon de cette transmission millénaire. Et peut-être, demain, tu transmettras toi-même à d'autres quelque chose de ce que tu as appris, ressenti, compris cette nuit. Ainsi va l'histoire humaine, faite d'oubli et de redécouverte, de rupture et de continuité, de mort et de renaissance perpétuelle. Dors maintenant, voyageur du temps. Dors paisiblement, bercé par les murmures du passé. Les étoiles qui brillaient au-dessus de l'acropole brillent encore ce soir. La mer Égée roule toujours ses vagues sur les mêmes rivages. Le vent souffle à travers les colonnes des temples en ruine. Et toi, confortablement installé dans ton présent, tu peux fermer les yeux et rêver de ces temps anciens, de ces hommes et ces femmes qui, comme toi, ont contemplé le ciel nocturne, se sont interrogés sur leur place dans l'univers, ont cherché le sens de leur existence. Bonne nuit. Que ton sommeil soit aussi serein que la sagesse des anciens philosophes, aussi profond que les mystères d'Éleusis, aussi doux que les vers de Sappho. L'histoire veille. Le temps s'écoule, et toi, tu reposes, partie intégrante de ce grand fleuve qui relie le passé le plus lointain à l'avenir le plus incertain. Dors bien. Voici que s'achève notre longue promenade à travers les siècles de la civilisation grecque. Nous avons parcouru ensemble plus d'un millénaire d'histoire humaine, depuis les brumes du deuxième millénaire, avant notre ère, jusqu'au dernier feu de l'Antiquité. Nous avons vu naître et grandir une civilisation extraordinaire qui a façonné de manière indélébile le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pense à ce voyage, les palais minoans de Crète avec leurs fresques délicates représentant des dauphins bondissants et des jeunes gens sautant par-dessus des taureaux, les citadelles mycéniennes, massives et mystérieuses avec leurs lions de pierre gardant les portes, les âges obscurs où la mémoire s'est transmise par les chants des Aèdes, la renaissance progressive, l'invention de l'alphabet, la naissance de la polie, les cités archaïques avec leurs temples doriques,
leurs jeux panhelléniques, leurs législateurs, l'épanouissement de la démocratie athénienne, cette expérience audacieuse de gouvernement populaire, les guerres médiques où une poignée de Grecs repoussa l'empire le plus puissant du monde connu, le siècle de Périclès, âge d'or de l'art, de la philosophie, du théâtre, les tragédies qui exploraient les profondeurs de l'âme humaine, les comédies qui moquaient les puissants, les historiens qui cherchèrent les causes rationnelles des événements, les philosophes qui questionnaient tout, même les fondements de la morale et de la connaissance. Pense aussi aux ombres, la guerre du Péloponnèse qui déchira le monde grec, l'orgueil qui mena au désastre de l'expédition de Sicile, la condamnation de Socrate, la montée de la Macédoine, les conquêtes d'Alexandre qui bouleversèrent l'équilibre du monde, les royaumes hellénistiques, brillants mais fragiles, la conquête romaine qui mit fin à l'indépendance politique grecque mais ne put éteindre le rayonnement culturel hellénique, la transformation progressive du monde antique, païen en monde chrétien. Et finalement, cette longue continuation, cette survie sous des formes nouvelles, à Byzance, dans le monde arabe, dans l'Occident médiéval et renaissant, jusqu'à nous. Rien ne disparaît vraiment. Tout se transforme. Les civilisations ne meurent pas comme meurent les individus. Elles se métamorphosent, transmettent leur héritage, vivent autrement dans les sociétés qui leur succèdent. La Grèce antique est présente partout autour de nous, même si nous ne le remarquons pas toujours. Dans les mots que nous utilisons, dont en viennent du grec, démocratie, philosophie, théâtre, politique, histoire, géographie, mathématiques, physique, biologie, dans les concepts qui structurent notre pensée, dans les formes architecturales de nos bâtiments publics, dans les œuvres d'art qui continuent de nous émouvoir, dans les textes que nous lisons encore. Laisse cette continuité t'apaiser. Tu n'es pas seul dans le temps. Tu appartiens à une longue chaîne d'humanité qui remonte jusqu'aux origines de la civilisation et se prolongera après toi. Les questions que tu te poses, d'autres se les sont posées il y a 2500 ans. Les émotions que tu ressens, d'autres les ont ressenties avant toi et les ont exprimées dans des poèmes, des tragédies, des dialogues philosophiques qui nous touchent encore. Nous sommes tous les héritiers de ces Grecs anciens qui ont osé penser par eux-mêmes, questionner l'ordre établi, chercher la vérité et la beauté. Cette nuit, tu as voyagé dans le temps. Tu as visité des mondes disparus. Tu as rencontré des personnages qui ont réellement vécu, aimé, lutté, créé. Homère chantant l'Iliade dans une salle de banquet. Sappho composant ses poèmes d'amour sur l'île de Lesbos. Hérodote parcourant le monde connu pour rassembler les matériaux de ses histoires. Périclès prononçant son oraison funèbre pour honorer les morts de la première année de guerre. Socrate questionnant les jeunes gens sur l'agora. Platon rédigeant ses dialogues dans le jardin de l'Académie. Aristote classifiant les êtres vivants. Alexandre chevauchant vers l'Orient. Archimède dessinant ses figures géométriques dans le sable de Syracuse. Et tant d'autres, célèbres ou anonymes, qui ont fait cette civilisation. Maintenant, il est temps de les laisser retourner dans le silence du passé. Ils ont accompli leur œuvre. Ils ont vécu leur vie. Ils ont disparu depuis des millénaires. Mais leur mémoire demeure, préservée dans les vestiges, les textes, les traditions qu'ils nous ont léguées. Et nous, vivants d'aujourd'hui, nous portons en nous quelque chose d'eux, que nous le sachions ou non. Repose-toi maintenant. Ferme les yeux. Laisse ton esprit dériver doucement. Les images que tu as vues cette nuit vont peut-être habiter tes rêves. Les temples grecs sous le soleil, les trières fendant les vagues de la mer Égée, les statues de marbre blanc, les théâtres à flanc de collines, les oliviers argentés, les colonnes dressées vers le ciel, les ruines romantiques sous la lune. Tout cela existe encore, quelque part entre le réel et l'imaginaire, entre l'histoire et le mythe, entre ce qui fut et ce qui demeure. L'histoire continue son cours.
le temps poursuit sa route. Les civilisations naissent, s'épanouissent, déclinent, se transforment. Rien n'est éternel dans sa forme, mais tout laisse des traces, des échos, des héritages. La Grèce antique a disparu en tant que réalité politique et sociale, mais elle vit encore en nous, dans notre manière de penser, de questionner, de créer. C'est cela, le véritable héritage. Non pas des pierres mortes ou des textes poussiéreux, mais une tradition vivante de réflexion et de création qui se transmet de génération en génération. Alors dors paisiblement, ami voyageur. Tu as accompli un long périple cette nuit. Tu as traversé les siècles. Tu as contemplé la naissance et la transformation d'une des plus grandes civilisations que l'humanité ait connues. Maintenant, laisse ces connaissances reposer en toi. Elles feront partie de toi désormais, enrichiront ta compréhension du monde, te relieront à ce long fil de l'histoire humaine. Les étoiles brillent comme elles brillaient au-dessus de l'Acropole il y a 25 siècles. Le cosmos demeure, indifférent aux agitations humaines. Mais nous, mortels éphémères, nous créons du sens, de la beauté, de la connaissance, et nous les transmettons à ceux qui viendront après nous. C'est notre manière de vaincre le temps, de participer à quelque chose qui nous dépasse. Bonne nuit. Que ton sommeil soit profond et réparateur. Que tes rêves soient emplis de sagesse ancienne et de beauté intemporelle. L'histoire a murmuré ses secrets cette nuit. Maintenant, elle se tait et te laisse reposer. Dors bien, cher auditeur. À bientôt peut-être, pour d'autres voyages dans les profondeurs du temps. Pour l'instant, abandonne-toi au sommeil. Tu l'as bien mérité. Bonne nuit.